vous propose de prendre place de façon à ce que on puisse ne pas commencer un peu trop tard. On a déjà un petit peu de retard. Je voudrais, avant de passer la parole à Sabine Guth, je voudrais simplement souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas de l'école, celles et ceux aussi qui étaient de l'école et qui reviennent sur les lieux du crime. Et puis à vous, chères étudiantes et chers étudiants, chers enseignants, chercheurs, chers administrateurs, au nom du président de notre conseil d'administration, je suis très content de vous accueillir. Je vous dirai quelques mots plus tard, évidemment. Donc la soirée, ça va se passer de cette manière-là. On passe 1 heure, un peu plus d'1 heure, ça dépend de vous, hein, ici dans cet auditorium, avec Sébastien Marot et Sabine Guth. À la suite de ça, je vous proposerai de monter à l'étage supérieur, là où tout se passe. Mais il va se passer beaucoup de choses là maintenant. Et puis, quelques personnes diront quelques mots. Et puis, on boira le verre de l'amitié. Sabine, c'est à vous. Tiens. Merci. Donc j'enchaîne. Effectivement, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Marot à l'occasion de l'inauguration d'une exposition qui s'intitule, alors je ne sais pas dans quel ordre, Agriculture et architecture prend la clé des champs, ou l'inverse, je ne sais pas, dont il est le commissaire. C'est une inauguration qui ouvre une saison intense à l'école, une saison donc avec une programmation de conférences et différents événements qui sont inspirés par la proposition de Sébastien et programmation qui relève d'un travail collaboratif assez inédit. Donc je ne vais pas pouvoir citer toutes les personnes qui ont œuvré ici, mais voilà, peut-être Maëlle Tessier, Maryse Quinton, les membres de l'ARDEPA, le service communication et bien d'autres. Et pour ne pas trop empiéter sur le temps de parole qui est effectivement assez court donc de Sébastien, je vais juste m'en tenir à une présentation dans les très très grandes lignes, puisque tu as fait beaucoup de choses. Donc je vais juste préciser que tu es philosophe de formation, tu enseignes actuellement à l'École nationale supérieure d'architecture et de la ville de Marne-la-Vallée, où tu donnes des cours d'histoire de l'environnement et des problématiques environnementales, et où tu diriges aussi une revue qui s'appelle Marne, documents d'architecture, pour en fait une manière de poursuivre des activités antérieures, que moi en tout cas j'ai eu le plaisir de suivre un petit peu il y a pas mal d'années maintenant, mais dans le cadre de la Société française des architectes, où tu as fondé et dirigé la tribune d'histoire et d'actualité de l'architecture, et aussi une revue, Le Visiteur, qui a nourri, je pense, quand même pas mal de... Je sais pas, je peux parler de plusieurs générations, mais en tout cas un grand nombre, je pense, d'architectes, de paysagistes, d'urbanistes, et avec un espace de réflexion critique et des travaux et des publications qui sont centrés sur l'épaisseur historique des situations construites et sur la condition suburbaine, qui, je pense, ont contribué à déplacer les regards et à enrichir aussi donc nos disciplines avec des lectures, des traductions, des références venues d'ailleurs. Donc je m'arrête là parce qu'on a envie de t'entendre maintenant sur la suite de tout ça. Ok. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre cette édition nantaise de notre exposition possible. Les personnes que tu as nommées, Sabine, tous mes jeunes camarades, dont beaucoup sont là avec moi. Donc je vais vous dire, alors forcément c'est un peu bref aujourd'hui, 45 minutes, c'est le livre qui accompagne cette exposition, qui est d'ailleurs la version livre de cette exposition. Je suis très content qu'elle soit à Nantes là, parce qu'il vient de paraître. Il est tout frais. Et enfin, on peut emmener avec soi le contenu de cette exposition intégralement dans sa dernière version augmentée, qui est celle qui est présentée dans votre école ce soir, dans ce lieu magnifique. Je pense que c'est le plus bel endroit possible où montrer cette exposition par la luminosité qu'il y a. J'en suis vraiment très content. Voilà, alors moi ça fait en gros 20 ans presque que je me concentre dans mes enseignements dans les écoles d'architecture, à l'école de Paris-Est d'une part et à l'école polytechnique fédérale de Lausanne aujourd'hui, je me concentre sur la question de l'environnement.
Et en gros, en proposant, depuis presque 20 ans maintenant, aux premières années, un cours d'histoire et de théorie de l'environnement. Avec la conviction que les problèmes qui sont brièvement montrés là, sur cette image sont de nature à changer la façon dont on fait à peu près tout, et en particulier dans les disciplines qui font profession comme la vôtre ou la vôtre future, d'accompagner les transformations du monde. Cette histoire de l'exposition qui est présentée ici, c'est la 7e édition de cette exposition. Cette histoire, elle a commencé il y a 5 ans, ou plus exactement, elle a commencé avant, mais il y a très exactement 5 ans, cette exposition faisait partie d'un ensemble d'expositions que quelques collègues et moi avions la charge depuis l'école de Paris-Est d'assurer le commissariat général. C'était une équipe emmenée par Éric Lapierre. Et moi, j'ai donc contribué par une exposition à un thème général qui était la poétique de la raison. C'était un titre un peu sibyllin pour moi, mais en gros, je l'ai interprété comme la volonté de réfléchir aux transformations de la rationalité qui préside à nos professions, en particulier du fait des problématiques environnementales contemporaines. À l'époque, j'étais, pendant 10 ans, engagé par ailleurs. Je donnais un cours aux étudiants de Harvard qui rejoignaient Rem Koolhaas à Rotterdam pour y faire un atelier de recherche qui généralement aboutissait à des expositions. Ça avait abouti dans une première fois à la direction, le commissariat général de la Biennale de Venise, à l'exposition Elements, où il avait décortiqué un peu comme un enfant tous les éléments de l'architecture et leur évolution. Et moi, je m'étais intéressé particulièrement dans ce cadre-là à un élément de cet ensemble qui est le foyer, la cheminée, si vous voulez, l'âtre, un élément de l'architecture qui a plus ou moins disparu comme tel de l'architecture et qui s'est ramifié en toute une série de systèmes transformant les bâtiments en terminaux, pompant une énergie cramée bien au-delà. Là, Rem avait décidé de s'attaquer à la campagne. Il entendait par campagne tout ce qui n'est pas la ville, tout ce qui n'est pas la ville, y compris les océans, absolument tout ce qui n'est pas la ville. Et lui, ce grand turiféraire du sururbanisme, comme je l'appelle, des métropoles et de l'architecture métropolitaine, 30 ans après son manifeste New York Délire, disait mais peut-être quand même qu'il faudrait qu'on s'intéresse au reste. Et peut-être même que le reste, la campagne, est ce qui est en train de changer le plus drastiquement aujourd'hui, et alors que les villes connaissent un régime plus plan-plan, en gros. Et donc, ça, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que, enseignant l'histoire et devant construire un peu en autodidacte un enseignement d'histoire de l'environnement, je m'étais rapidement intéressé de très près, à côté de l'architecture, à une autre genre de discipline ou d'activité qu'on appelle l'agriculture. Alors j'utilise beaucoup, très souvent, cette image du photographe Joël Sternfeld, qui date des années 70, qui se trouve extraordinaire dans la façon qu'elle a, d'une certaine manière, d'illustrer la phrase d'étonnement consterné qu'avait eu le président français Jacques Chirac au sommet de Kyoto, découvrant l'ampleur des problématiques environnementales et en particulier du changement climatique. Vous vous souvenez, la maison brûle et on regarde ailleurs. Donc là, vous avez tous les ingrédients au fond de l'exposition qui sont présents. La baraque, l'architecture qui crame derrière, et puis un état un peu désastreux post-Halloween de l'agriculture, avec les pompiers occupés à récupérer ce qu'on peut, plutôt que de s'occuper du problème. J'ai trouvé dans un traité d'architecture qui date du début du 19e, il s'ouvre par cette phrase extraordinaire, je trouve il faut peser tous les mots. L'architecture est, après l'agriculture, le premier et le plus utile des arts. C'est intéressant de voir placer l'agriculture et l'architecture ensemble, identifiées comme art, dans un sens qui les éloigne évidemment des beaux-arts auxquels l'architecture a été longtemps identifiée.
Là, on a le sentiment que l'architecture et l'agriculture sont des arts de vivre au sens très très profond du terme, presque les matrices quoi, de la civilisation. Je ne ferai que commenter brièvement, d'une certaine façon, cette phrase. Là, je vous montre le plan de l'exposition qu'on a réalisée à Lisbonne. On prend l'exposition originale, donc, il y a 5 ans. Nous, on n'avait pas, comme REM, le Guggenheim à New York. On avait ce grand parking aveugle de 2000 m², en dessous du centre culturel de Belém, qui est le lieu des expositions d'architecture là-bas. Mais je dois dire qu'un parking aveugle, c'est très très pratique pour faire une exposition, sans doute beaucoup plus que la spirale linéaire du Guggenheim. Donc, au départ, j'avais décrit à REM l'exposition alternative que je voulais faire sur un sujet voisin, en disant je vais faire une grosse note de bas de page à ton exposition, une note de bas de page transatlantique à Lisbonne. L'idée, c'était la suivante. En gros, ça c'est la composition, vous allez la retrouver, une sorte de variation dans votre école aujourd'hui. Au centre de cette exposition, au milieu, après une introduction visuelle, purement visuelle, au thème, vous avez ce qui était la nef, on l'appelait la nef dans notre parking, 6 séries, elles sont maintenant 8, 6 séries thématiques chacune, de 7 panneaux chacune, organisées de façon chronologique. Et ça se déroulait comme ça. La première, ça s'appelait Agriculture et architecture, le titre général de l'exposition. La deuxième, elle s'appelait Agriculture et urbanisme. La troisième, elle s'appelait De l'agronomie à l'agroécologie, une petite histoire des savoirs de l'agriculture à destination des architectes, en gros. La quatrième série, on l'avait appelée Exit Urbs, pour faire une petite histoire résumée des moments parfois assez importants, des époques entières, qui ont connu une dégradation des infrastructures urbaines ou des métropoles, et où c'est des vastes mouvements de retour à la terre, comme on a dit dans les années 70. Mais il n'y a pas que dans les années 70 que des hippies ou des hippies de la contre-culture fuyaient la société de consommation et voyez, le complexe militaro-industriel pour aller se construire des dômes de Buckminster-Fuller dans le désert, avoir des potagers, bricoler, quoi, en gros. Il y a eu aussi des vastes périodes dans notre histoire. On pourrait considérer qu'une bonne partie de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, au moins la moitié, jusqu'au XIIe siècle, c'est un vaste mouvement de retour à la terre, en gros. D'érosion, voire d'effondrement des structures urbaines de l'Empire romain, etc. Puis c'est très souvent dans l'histoire et dans les histoires que des mouvements d'érosion comme ça se sont produits, souvent avec des histoires de pandémie d'ailleurs. C'est intéressant de le souligner. Donc c'était une petite histoire, au fond, des exodes urbains, non pas ruraux, mais urbains. La cinquième série, alors ça se resserrait, vous allez voir, ça se resserre beaucoup dans le temps. Ça tourne autour des années 60-70, en gros. Période dans laquelle les grandes préoccupations environnementales viennent à l'avant-plan, s'invitent dans l'agenda politique planétaire, quoi, en gros, et qui est un contexte, c'est là que paraissent, par exemple, le livre du MIT, Les limites de la croissance, qui dénonce, au fond, qui prévoit à l'horizon du premier tiers ou de la première moitié du XXIe siècle, si les choses continuent de se passer comme ils les ont analysées depuis le début du XXe siècle, prévoit un effondrement économique global, qui ne se passera pas forcément partout de la même manière, mais en gros, un effondrement économique global. Bon, c'est un contexte comme ça d'ébullition et d'inquiétude environnementale, contexte dans lequel, sous le nom d'agroécologie ou de permaculture, naissent toutes sortes de discours alternatifs à la rationalité qui domine l'agriculture industrielle en particulier, en disant qu'il faut changer du tout au tout de rationalité, et qui se proposent d'illustrer ces changements, de les instruire là. J'ai été tout à fait passionné, je dois dire, par la lecture des traités de permaculture et d'agroécologie qui me paraissent être véritablement une profonde avant-garde
sur justement les transformations de rationalité qu'il faut installer dans nos disciplines. Et un des buts de l'exposition, c'était de partager, au fond, avec la communauté des architectes, ce que les alters agriculteurs ont à leur dire, quoi. En gros, ont à dire, en tout cas, déjà. Sachant qu'on ne peut pas juste transposer, mais qu'il faut extrapoler à partir de ça. Et puis la dernière section, au moment de Lisbonne, eh ben, elle n'était pas chronologique, elle était purement thématique, elle consistait à précisément repérer dans ces discours alternatifs de l'agriculture un certain nombre de leçons essentielles qui mériteraient d'être transposées, extrapolées dans le champ des disciplines de projet en général. Le pitch de tout... Alors, ça, c'était le cœur. Vous verrez qu'on a ajouté depuis 2 sections destinées à explorer les horizons politiques de cette démarche et de ce questionnement. L'une qu'on a intitulée, comment on l'a intitulée, vers un exode urbain, sur, au fond, une réintroduction d'économie et de politique de subsistance, qui s'attache à une série d'auteurs qui nous semblent importants pour réfléchir à tout ça, depuis des auteurs parfois très très connus, puisque le premier d'entre eux est Karl Marx, et qui passe par Ivan Illich, Rosa Luxembourg, Ivan Illich, la très grande écoféministe qui est Maria Mies, bref, d'autres écoféministes comme Silvia Federici, Caroline Merchant, aujourd'hui Vandana Shiva, et enfin l'Atelier paysan. Et puis une dernière série qui explore l'horizon bio-régionaliste. C'est-à-dire les théories et des exemples de tentatives de faire se correspondre davantage, au fond, les administrations de notre gouvernance avec la géographie qu'elle domine. Donc, la biorégion comme une sorte d'horizon des tentatives, au fond, de réintroduire une logique locale, régionale dans nos modes d'existence, en gros. Donc ça, c'est la nef. C'est ce que vous verrez au centre du grand espace, là-haut, sur ces magnifiques petits trépieds qui ressemblent à des oiseaux posés dans votre école. Et puis, tout ça, ça aboutissait et ça aboutit toujours à une espèce de cœur, pour garder la métaphore de la basilique, comme ça, déployée dans un parking aveugle, une boussole destinée à réfléchir aujourd'hui aux différentes directions que pourraient prendre maintenant, demain, les rapports entre ville et campagne, agriculture et architecture, etc. Et ça, on l'a composé avec un illustrateur, Martin Etienne, bien connu, architecte par ailleurs. Et en gros, c'est une boussole dans laquelle on a essayé de distinguer 2, 3, 4, en fait, 4 pôles, 4 directions différentes qu'on a un peu caricaturées. C'est sur ça que je terminerai mon propos tout à l'heure, et qui sont une invitation aux lecteurs et aux visiteurs de l'exposition à se positionner, à se demander dans quelle direction ils souhaiteraient, ou ils pensent que les choses vont aller. Tout ça a été encadré par des petites chapelles sur le côté dans lesquelles on projetait des séries de films et d'entretiens avec des tas de gens impliqués dans toutes ces choses. Et puis sur le mur gauche, là, sur l'image, un long mur de 60 mètres de long à Lisbonne. Ici, il fait 30, mais c'est pas, ça va encore mieux presque. Donc 60 mètres de long, une frise chronologique illustrée avec Gaëtan Amossé, lui aussi architecte et illustrateur. Et ça, en gros, c'est mon cours d'histoire de l'environnement aux premières années architecte mis en images, comme ça, et qui, vous voyez à la fois, alors tas d'illustrations qui nous mènent du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, qui repèrent des transformations assez fondamentales à nos yeux dans nos modes d'existence et de coexistence, qu'elles soient des transformations techniques, politiques ou autres, où vous voyez des tas de gens qui interviennent avec leur gueule et des bulles. C'est des anthropologues, des historiens de l'architecture, des géographes, toutes sortes de gens qui viennent commenter, au fond, donner leur avis sur cette évolution.
Voilà, ça c'est l'exposition, c'est comme ça qu'elle fonctionne aussi là-haut, c'est ce que repère, et le livre c'est la même chose, au fond c'est tout cette nef centrale, toutes ces 8 séries de panneaux qui sont résumés. Alors là ça donnait ça à Lisbonne, vous voyez. Voilà. Alors les panneaux arrière, comme vous voyez, c'est une exposition ultra roborative, hein. Il y a énormément de choses, un peu trop. À vrai dire, mais c'est très organisé en même temps, on se repère assez facilement si on prête un tout petit peu attention au dispositif dedans, mais on ne pouvait quand même pas infliger sur l'arrière des panneaux autant d'informations, donc là on s'est contenté de mettre des images dans un espèce de pitch black comme ça, simplement légendé, qui sont généralement bien connus des architectes, hein. Vous apercevez ici le plan idéal de la cité-jardin de Howard, etc., mais on les a juste placés en fonction des résonances qu'elles pouvaient avoir avec les panneaux, soit situés devant, soit situés derrière, etc. Bon, voilà. On espère simplement que ces références bien connues des architectes vont prendre une autre saveur à partir de la place qu'il leur est donnée dans l'expo. Ça, c'était à Lausanne, à l'EPFL, où l'exposition est allée ensuite. Ça, c'était à Lyon, au parc dans l'orangerie du parc de la Tête d'Or, magnifique lumière, mais moins belle encore peut-être que celle qu'on obtient là-haut. Ça, c'était à Bruxelles, qui a été l'occasion pour Rem de venir en voisin visiter l'exposition. Ici, voilà, ça c'était à Marseille, à la Belle de Mai. Maintenant, elle est à Grenoble. Elle était à Grenoble depuis juillet jusqu'à fin octobre, et maintenant elle est à l'ouest. Nous, c'est un discours qui est à l'ouest, hein. Donc, on revient à l'ouest après Lisbonne. Vous voyez, là, ok. Voilà un segment de la frise que je prends ici, qui résume en gros la situation à nos yeux, à grands traits. On a appelé ça piège métropolitain et impasse environnementale. Vous voyez au centre des villes qui s'étendent et qui s'intensifient. Vous avez tous entendu parler des statistiques les plus officielles qui vous disent en 2008, l'humanité a franchi les 50% d'urbain, et puis en 2050, ce sera 70%, etc. Donc l'urbanisation du monde. Puis au-dessus, vous voyez Rem Koolhaas, évidemment, on l'a mis juste au-dessus de ça, puisqu'il a été le grand turiféraire de cette idée du sururbanisme ou de l'urbanisme métropolitain, comme ça. D'ailleurs, en plein milieu des années, à la fin des années 70, avec les 2 crises du pétrole, etc., et il présente, je vous le rappelle, pour ceux qui sont des lecteurs un peu distraits, qu'il défend l'architecture métropolitaine, hein, symbolisée par la théorie de la congestion du manhattanisme, l'empilement des programmes les uns sur les autres, comme une réponse tout à fait adéquate à ce qu'il appelle la pénurie de réalité. Reality shortage, en anglais. Il est évident que quand il emploie cette expression à l'époque, il fait référence à oil shortage, hein, qui a été l'obsession de cette décennie. Et l'idée, c'est que le métropolitanisme, ce sera dans le champ de l'urbanisme l'équivalent de la centrale nucléaire dans le cas de la fabrication d'énergie, en gros. Oui. Ce sera un surréalisme urbain qui va surrégénérer quelque part le monde à une époque où il est consommé par des masses de plus en plus importantes. Bon, donc au centre, ça. Et puis autour, toute une série de problèmes qui sont plus ou moins des conséquences, des causes et conséquences de cette situation, qui sont par exemple la raréfaction, des tensions sur l'eau, par exemple, un peu partout, qui s'aggravent, qui sont l'érosion des sols, qu'on booste pour pouvoir nourrir ces métropoles énormes, des phénomènes de dégradation des conditions de la vie sur notre planète, comme le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, avec toutes leurs conséquences de pandémies issues de la déforestation, etc. Et puis toute une série de problèmes liés aussi à la diminution des stocks. Alors quand est-ce qu'est le pic de chacun d'entre eux, à la fois d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz, uranium aussi éventuellement, mais pas seulement d'énergie, de métaux, de terres rares, bref, de tout ce qui fait fonctionner l'ère industrielle depuis 2 siècles, toutes les ressources qu'elle a successivement empilées les unes au-dessus des autres pour produire le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Okay. Alors j'ai mis Rem Koolhaas au-dessus parce que, d'une certaine manière, toute la première moitié
sa carrière d'architecte a consisté à être le grand propagandiste, finalement, de pousser jusqu'à sa limite une dynamique qui s'appelle l'exode rural, qui a commencé avant même l'ère industrielle et qui a été considérablement accélérée par elle avec l'invention de l'urbanisme pour pallier aux problèmes liés à cette concentration et à cette diffusion, qui l'a poussé jusqu'à son horizon point de fuite, d'une certaine manière, dans ce projet de 72, le premier en gros, qui s'appelle Exodus, ou les prisonniers volontaires de l'architecture, imaginant une humanité qui se serrerait comme ça, encore plus, dans des navires de ce type, et dont on voit bien qu'il a des héritiers, quelque part, alors pas direct, hein, c'est pas lui qui les a enfantés, mais en gros, c'est un imaginaire, au fond, la poursuite jusqu'au max, quoi, de l'exode rural, au point de construire des villes comme ça, linéaires, hyper denses, au milieu d'un désert, littéralement, comme ça. Ok. Donc cette espèce d'idée d'assimilation du monde et de la ville et de l'atteindre quelque part le plus vite possible, elle est consubstantielle au fond à l'existence, au projet de Rem. Et derrière lui, de beaucoup d'architectes, dans la mesure où il a quand même largement distribué les cartes théoriques pendant une trentaine d'années ici. Il n'y a pas que lui. D'une certaine manière, l'horizon de l'urbanisation indépassable, on le trouve aussi, par exemple, chez un très grand historien de l'architecture, ce très grand historien de l'architecture qui a été Manfred Otafour, qui, au moment même où montent en régime les préoccupations environnementales et écologiques, se paye un an d'enseignement sur une histoire de l'idéologie anti-urbaine, pour contrecarrer tous ceux, au fond, qui commencent à dire à cette époque-là, il faut se barrer des villes, il faudrait peut-être mesurer l'importance qu'elles ont dans nos paysages, etc. Et qui fait un cours d'1 an passionnant. J'en ai juste récupéré il y a quelques mois le tapuscrit que je cherchais depuis un moment, comme ça. Et où, s'appuyant très très fortement sur le matérialisme historique de Marx, comme ça, il explique, en gros, non. Alors il fait une histoire formidable depuis les physiocrates jusqu'à sa propre époque, des théories plutôt hostiles à l'urbanisme, Guedes, Mumford, etc., les anarchistes, évidemment les utopies fourriéristes, mais avec l'ambition surtout d'expliquer, à partir de la position du jeune Marx, celle du manifeste du Parti communiste, que tout ça, c'est des utopies régressives, nostalgiques, etc., vouées à rien du tout, en gros, et prônant une espèce de messianisme passif qui ne voit de futur que dans le fait de surmonter la métropolisation en se portant à son avant-garde, etc. Ok. Plus récemment, dans un même genre, parce qu'en ce moment, je viens de finir le bouquin, etc. Et puis, je me dis, il faut quand même que j'aille explorer un peu les théories inverses. Mais vraiment inverses, disons, de cet éloge, pas éloge, de l'exode urbain. Ceux qui prônent exactement le contraire. Et alors j'en ai trouvé, je vous donne un exemple qui m'a occupé une partie de l'été, parce que c'est un énorme bouquin qui est paru en 2014, et dont l'auteur est Benjamin Bratton, est un philosophe des techniques à San Diego, mais qui a pris la relève de Rem Koolhaas entre 2014 et 2022, la guerre en Ukraine, à Moscou, pour diriger l'Institut Strelka, en proposant à des étudiants triés sur le volet des programmes de planification planétaire. Vous voyez, on est vraiment dans ceux qui, au fond, se disent aujourd'hui... l'argument, si vous voulez, c'est de dire le changement climatique, par exemple, mais même l'érosion de la biodiversité, sont des phénomènes d'une telle ampleur et d'une telle complexité qu'ils n'ont pu être détectés que grâce à une mégastructure de capteurs, de machines informatiques, etc. Bref, que le changement climatique est un phénomène qui n'a été perçu que grâce à la troisième révolution industrielle de l'informatique et de cette mégastructure accidentelle qu'il appelle « the stack », l'empilement. Je ne rentre pas dans le détail de cette affaire, mais en gros, l'idée, c'est de dire, de proposer une sorte de diagramme inspiré par l'architecture des couches informatiques, vous voyez, de software et de hardware superposées les unes aux autres,
d'en faire une sorte de diagramme de la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, très loin de ce qu'il des modalités selon lesquelles il apparaît fonctionner comme une mosaïque d'états différents. Non, l'architecture des plateformes est en train de révolutionner absolument tout. Et en gros, je ne rentre pas dans le détail, mais il vous propose ce diagramme où vous voyez superposer la couche Terre, qui fournit des ressources, de l'énergie, des métaux, etc., du silicone, par exemple. Ensuite, la couche cloud, où s'épanouissent des plateformes, Walmart, Google, etc., qui sont des sortes de para-États, de structures para-étatiques dont vous devenez membre, qui ont des règles, qui se nourrissent du feedback que vous leur ramenez, etc. Au-dessus de ça, vous avez la couche ville. Notez bien, ville, pas campagne, etc. C'est-à-dire l'ensemble des infrastructures dans lesquelles s'épanouissent les utilisateurs. Au-dessus, la couche adresse, celle qui permet de donner une identité à tous les éléments ou les ingrédients qui sont pilotables ou qui peuvent naviguer dans cette structure, nourrissant le rêve d'un adressage profond, vous voyez, grâce auquel, je ne sais pas, toutes les molécules, tous les atomes auraient finalement une adresse et seraient mobilisables par la plateforme. La couche interface, celle des représentations simplifiées, à partir desquelles les utilisateurs peuvent naviguer dans cette mégastructure. Enfin, la couche des utilisateurs, où la part des humains est de moins en moins importante par rapport aux bots, par rapport aux machines, etc., qui naviguent dans cette affaire, en gros. Là-dedans, j'ai tiré 2-3 citations, puis j'ai traduit 2-3 citations pour vous. Il y a très fort chez une partie de l'idée qu'on ne peut piloter que planétairement les choses à partir en transformant la mégastructure accidentelle en mégastructure pilotée. C'est l'idée qu'on pourrait carrément concentrer tous les humains dans des territoires absolument mesurés, et y compris leur agriculture là-dedans, et laisser tout le reste, vous voyez, c'était le biologiste Wilson, américain Wilson, qui disait ça, on pourrait la moitié de la Terre pour les humains, des enchevêtrements hommes-machines, et puis le reste pour un vaste parc de sauvegarde réservé probablement à des scientifiques qui étudient en vue de développer biomimétiquement des robots qui prendront la relève de la nature. Il dit ça, vous voyez, l'enclosure et l'exclusion entre zones urbaines et zones inhabitées ont désormais pour enjeu d'assurer la survie et le maintien d'écosystèmes et d'habitants viables, à commencer par nous-mêmes. La typologie territoriale des zones d'exclusion humaine traverse les échelles, depuis l'intérieur des usines jusqu'à l'appel du biologiste. Wilson a concentré l'industrie humaine dans des mégapoles plus denses et a réservé la moitié de la Terre à la restauration, etc., du monde. Et là-dedans, il y a une vision de l'agriculture, évidemment très positive, sur sa hyper-technicisation. Vous voyez, le cloud est en mesure de traiter la nourriture, ici définie comme des modules de protéines, de vitamines et de sucre, économiquement et culturellement désirables, comme des paquets de données dans une chaîne d'approvisionnement profonde, incorporant l'optimisation du climat local, du sol, des nutriments, des systèmes de semences, du soin de chaque plante individuelle, de la récolte, du tri, du stockage, du conditionnement, de la réfrigération, de la distribution globale, aussi bien que la métagouvernance de la demande, de la diversification des cultures, de la recherche quantitative, etc., et même la géogouvernance de la nutrition et de la santé alimentaire, pour ne rien dire des mégastructures hydroponiques faisant pousser oignons, orchidées et okras en pleine nuit. L'industrialisation intelligente de la nourriture est potentiellement une stratégie extrêmement positive, voire cruciale, de l'Anthropocène. Si Heidegger comparait insidieusement l'agriculture industrielle à Auschwitz, et si les biofondamentalistes contemporains versent volontiers dans des métaphores du même acabit pour diaboliser les organismes génétiquement modifiés, on peut au contraire envisager le design des plateformes nourricières moins pour préserver ou simuler l'expérience des modes de culture et de nourriture pré-industrielle que pour promouvoir une gastronomie moléculaire à l'échelle du paysage capable d'inventer d'extraordinaires formes nouvelles à partir de la bouillie du calcul. Dans leur veine de loisirs, laissons les fermes artisanales à ceux qui ont le temps de s'adonner au fantasme pornographique de l'innocence des origines. Voilà, ça il a le mérite. Même si on peut ne pas partager du tout son avis, ce qui est mon cas,
il faut reconnaître deux mérites à Bratton. L'un, c'est de fournir un argumentaire parfaitement clair, si vous voulez, aux magiciens, en gros, qui pensent que voilà, un stack à venir va gouverner le changement climatique et tout le reste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'est pas totalement angélique sur ses hypothèses. Citation, « En composant le stack, nous conduisons un vaste exercice de tir à balles réelles sur sa couche terre. L'armature du stack organisera-t-elle une géopolitique informatique résiliente ou est-ce qu'au contraire sa soif d'énergie, son impact écologique et son empreinte toxique surpasseront tout, ne laissant derrière eux qu'un dédale de ruines indéchiffrables ? L'informatique planétaire débouchera-t-elle d'une manière ou d'une autre sur la méta-plateforme d'une contre-industrialisation alternative, pleine d'interfaces effervescentes d'échanges métaboliques, ou ne sera-t-elle au contraire que l'ultime machine précipitant notre auto-immolation ? Mais il conclut, tel est le dilemme dans lequel nous sommes jetés. Le stack peut-il être construit suffisamment vite pour nous sauver des coûts de sa construction ? Vous voyez, on ne voit pas très bien ce que la rapidité pourrait changer à l'affaire, sinon précipiter le résultat escompté. Mais non, c'est un argument typique de l'accélérationnisme techno-solutionniste. Vous voyez, on n'a pas le choix, il faut se porter à l'avant-garde d'un mouvement qui se produira de toute façon. Tout ça pour dire que ce qu'on a voulu, d'une certaine manière, vous inviter à réfléchir à travers cette exposition, c'est l'idée suivante, c'est-à-dire, vous voyez, c'est de dire, bon, toute personne qui prend la peine de s'informer des vastes problèmes environnementaux en particulier aujourd'hui, est nécessairement confrontée à une situation très paradoxale, une sorte de dissonance cognitive. D'un côté, quand on se tourne vers le passé, au moins les 2 ou 3 derniers siècles, ben oui, on ne peut pas nier que l'urbanisation du monde paraît avoir constamment été, voyez, le sens de l'histoire, que c'est un phénomène inévitable, en gros, que c'est le sens de l'histoire. Mais quand vous sondez le futur, ce qui est évidemment un peu plus compliqué à l'aune de ces grandes problématiques, vous ne pouvez pas échapper au sentiment inverse que la poursuite de ce mouvement d'urbanisation complet est plutôt improbable, impossible, et comme une sorte de fin de l'histoire, quoi. Du coup, c'est très emmerdant, cette situation. Comment penser une évolution qui semble à la fois inévitable et impossible en même temps? Comment réfléchir à ça? En face, dans ces situations-là, il y a 2 grandes positions en face d'un inéluctable impossible. Il y a ceux qui veulent rendre l'inévitable possible. Vous voyez, c'est ce que Charles Mann, qui a fait ce livre, Le magicien et le prophète, appelle les magiciens. Donc. Là, l'exemple qu'il donne, c'est Norman Borlaug. Norman Borlaug, c'est l'agronome qui a été la cheville ouvrière de ce qu'on a appelé la Révolution verte. Des gens qui sont allés pendant la Deuxième Guerre mondiale au Mexique faire de la sélection accélérée de cultivars en déplaçant les cultures sur les latitudes pour accélérer le processus, pour sélectionner des cultivars qui résistent à la fois aux inondations, aux sécheresses, qui mettent toute l'énergie dans le grain et pas dans l'épi, enfin, et pas dans la tige, etc., pour sauver le monde. Pour exporter, au fond, cette agriculture industrielle hyper productive dans les pays de ce qu'on appelait alors le tiers-monde, en particulier l'Inde, etc., et beaucoup d'autres endroits. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1970 pour avoir sauvé des milliards de vies humaines. Il représente, quelque part, ces magiciens qui, au fond, vont confier, parce qu'évidemment, le point de fuite de tout ça, c'est les organismes génétiquement modifiés. Maintenant, la suite de tout ça, c'est ça, qui vont placer tous leurs espoirs dans un développement de la technologie pour repousser les limites, au fond, de la croissance, pour parler comme les autres. Et ça s'oppose aux prophètes, qui sont ceux qui disent le contraire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux apprendre à vivre à l'intérieur et en bonne intelligence avec les limites observées, parce que, bien entendu, que technologiquement ou pas, on peut les repousser, elles ont une certaine élasticité apparente, mais que les titiller de cette façon, ça ne les amènera à terme qu'à s'affirmer plus violemment encore ensuite, en gros. L'exemple qu'il donne, c'est William Vogt,
c'est un ornithologue qui a réfléchi sur les raisons pour lesquelles les oiseaux chiaient moins et produisaient moins de guano qui servaient avant les engrais artificiels à artificialiser les champs, enfin à booster les cultures des champs, et qui publie en 1947 un bouquin qui est un des pionniers de l'écologie moderne, The Road to Survival, comme ça, dans lequel il dit non, il faut absolument réduire la voilure et tout ça. Alors moi, ça c'est la vue que j'ai eue de mon bureau pendant 2 ans ou 3 à l'EPFL, donc dans une mecque de magiciens, hein, ça c'est le bâtiment des nanotechnologies en face, où ils disent s'inspirer de la nature pour mieux développer des robots. Ouais, c'est une drôle d'idée de truc, mais ça on peut dire que c'est vraiment un motto de magiciens. Et puis à l'inverse, vous avez des prophètes comme l'Atelier Paysan, par exemple, qui s'échinent à essayer de faire de l'éducation populaire auprès de paysans installés ou qui s'installent pour essayer de les rendre moins dépendants au fond des grosses machines et de la grosse technologie, mais à concevoir, fabriquer, réparer leurs propres machines et ne pas s'endetter pour des boîtes noires qui leur dictent leur mode opératoire ici. Et ils enseignent aussi maintenant, grâce à d'anciens étudiants à nous notamment, à ces paysans à concevoir et fabriquer leurs propres bâtiments d'exploitation, par exemple. Ou surtout, et ça c'est ce que j'ai voulu partager de plus profond quelque part avec les visiteurs de cette exposition, les théoriciens de la permaculture, et en particulier ce génial David Holmgren, qui est quand même publié, il avait 21 ans, et c'est un mémoire de licence qui devient Permaculture One en 1978, la même année où paraît Deleuze New York, et qui voulait être architecte à l'origine, mais qui a décidé finalement de faire quelque chose à l'articulation du paysage, de l'agriculture et de l'écologie, en Tasmanie, à l'époque, et qui publie 20 ans plus tard ce livre « Principles and Pathways Beyond Sustainability », que je donne en anglais parce qu'il existe en français, il est très bien traduit en général, sauf le titre. Ils ont écrit « Principes et pistes d'action pour un monde soutenable ». Vous voyez que c'est un petit peu d'un euphémisme. Non, c'est au-delà du soutenable parce que ça va descendre. Et je voudrais, vous trouvez ces textes, j'en ai traduit pas mal dans ce petit bouquin de David Holmgren, je voudrais juste m'attarder sur un truc. C'est un petit bouquin qu'il a fait qui s'appelle Scénario futur. J'ai combien de temps encore ? 5 minutes. Je vais faire juste comme ça alors. Il fait ce petit schéma. Ce petit schéma dans un bouquin qui s'appelle Scénario futur. Il dit au fond, aujourd'hui nous sommes collectivement tous confrontés à 2 problèmes en même temps. 2 types de problèmes en même temps. Le premier problème, qui est symbolisé par cette flèche verticale, vous voyez, ce vecteur vertical, il l'appelle changement climatique. Mais vous pouvez ajouter à ça l'érosion de la biodiversité, les problèmes liés à l'eau, les problèmes liés à l'érosion des sols, etc. C'est-à-dire la dégradation des conditions de la vie sur notre planète, laquelle peut être lente, vous voyez, encore acceptable, ou sérieuse et carrément invivable, quoi. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Et comme ce n'était pas suffisant, il y a un autre type de problème, qui est la flèche horizontale, qu'il appelle déclin du pétrole, mais auquel vous pouvez ajouter donc gaz, charbon, etc., puis aussi les métaux, les terres rares, tout ça. Tout ce à quoi l'ère industrielle a fonctionné et continue de fonctionner. On pourrait appeler ce vecteur la diminution de la puissance dont disposent les sociétés humaines pour organiser le monde à leur façon, quoi, en gros. Si vous les croisez, ces 2 vecteurs, vous obtenez 4 cadrans et 4 scénarios. Le premier scénario, le plus cool, il l'appelle Green Tech. C'est un scénario dans lequel vous avez encore beaucoup de puissance, beaucoup de mines que vous pouvez ouvrir partout, du pétrole, des trucs, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous n'êtes encore pas trop confronté à une situation invivable. D'accord ? Donc là, vous pouvez déployer, vous en avez les moyens, des éoliennes à une échelle industrielle, vous voyez, qui engagent quand même beaucoup de terres rares, de machins, de problèmes de batterie, etc. Vous pouvez faire des centrales à concentration solaire, etc. Vous êtes dans le Green Deal. Mais c'est le scénario le plus optimiste. Au-dessus, vous avez un scénario que David appelle Brown Tech. Brown Tech au sens de fasciste, dirigiste. C'est celui dans lequel vous avez beaucoup de puissance, mais vous êtes confronté à une dégradation sérieuse
de la vie, des conditions de la vie sur la planète. Hein. Les eaux montent, etc. Tout va mal, quoi, en gros. C'est une situation, comme vous avez de la puissance, vous pouvez vous attendre à ce que des États hyper forts, hyper dirigistes, concentrent les populations dans des villes, concentrent les forces pour combattre, la mer monte, on va construire des digues d'enfer, etc. Bon. C'est des sociétés qui ont la puissance pour faire ça, c'est des Chine 2, 3.0, des sociétés de contrôle. Le scénario opposé à celui-là, qui est donc le scénario opposé à celui qui a fabriqué la révolution industrielle, c'est celui dans lequel ça va encore, du point de vue de la dégradation des conditions de la vie. Par contre, il y a moins de puissance disponible. Alors là, nous dit Holmgren, il faut s'attendre à un phénomène inverse de celui qui a encouragé la révolution industrielle, qui est l'exode urbain. Les gens se barrent de ces concentrations urbaines pour aller cultiver les ressources là où elles se trouvent encore, sous forme de ressources au sens propre, c'est-à-dire capables de ressurgir. C'est très improprement qu'on emploie le mot ressources pour désigner des stocks comme le pétrole ou tout ça. Donc ça, c'est le scénario dans lequel la permaculture s'est projetée dès le départ ici. Et il appelle ça l'intendance, le soin de la terre. Puis enfin, vous avez le dernier scénario qui est le pire sur le papier, dans lequel les deux vecteurs sont dans le rouge. Et là, on est dans le survivalisme. Il appelle ça les canaux de sauvetage, etc. Il n'y a pas forcément de guerre mondiale dans ce scénario parce qu'il n'y a pas les moyens de faire des guerres à cette échelle-là. Mais enfin, c'est quand même le bordel, c'est Mad Max, c'est un retour au féodalisme quelconque. Alors, David explique très bien que ces scénarios, pour différents que soient les conditions qui les déterminent, ne sont pas exclusifs les uns des autres. D'abord parce que toutes les régions du monde ne sont pas logées à la même enseigne. D'accord ? Mais aussi même qui peuvent être imbriqués comme des poupées russes les uns dans les autres dans une société donnée, en raison du nombre de gens qui parient sur telle ou telle chose. Et même qu'une seule personne, ils peuvent s'emboîter dans une seule personne. Il fait ce schéma qui est très laid, dans lequel il dit, au niveau domestique, un couple qui va pas acheter du tout de plastique, tout conserver, être dans un scénario canot de sauvetage. Vous voyez ? À l'échelle communautaire, très engagé dans les associations de quartier, etc., dans l'entraide, dans le scénario Earth Steward. Et puis en même temps, ils peuvent bosser à mi-temps ou pas, des entreprises qui font des panneaux solaires, ou tout ça, donc ils sont dans le scénario Green Tech. Et enfin, quand il est l'heure de voter, ils vont quand même voter pour des gouvernements puissants et dirigistes, parce que quand même, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. En gros, voilà le truc. Donc nous, dans l'exposition, et je m'arrêterai là parce que je vois que c'est la fin, on a fait un exercice un tout petit peu similaire avec la boussole, mais qui n'a pas la logique très très dure de David et qui est destiné à vous faire réfléchir sur le futur. Voilà, c'est cette boussole qui met 4 scénarios. Un qu'on appelle incorporation, dans lequel on sait la fuite en avant technologique, ou dans la logique de concentration urbaine, les villes deviennent les tours de contrôle qui pilotent l'ensemble des territoires, notamment agricoles. C'est plus du tout des paysans qui font de l'agriculture, mais c'est des corporations. C'est une corporation en ce sens même. Vous avez des buildings that grow food en plein milieu des métropoles, peut-être construits par MVRDV. Vous avez le Hyperloop d'Elon Musk qui relie ces métropoles très concentrées. Puis vous avez sans doute des parcs comme ça, de sauvegarde, où des scientifiques en blouse examinent les moyens de développer biomimétiquement des robots. Un deuxième scénario que j'ai cru comprendre était assez en vogue chez les architectes, que j'appelle l'intégration, on pourrait l'appeler l'urbanisme agricole. C'est celui qui dit, oui, les métropoles vont continuer à se répandre, mais elles vont s'hybrider. Elles vont intégrer les programmes de l'horticulture, de l'agroforesterie, etc. dans leur truc. Et ça va être la ville horizontale. Ça va être, vous voyez, Paola Vigano, par exemple. C'est un peu du Frank Lloyd Wright, Broadacre City, nouvelle manière, comme ça. C'est de l'urbanisme agricole. Ça s'oppose d'une certaine manière, même si tout à fait compatible, à l'agriculture urbaine proprement dite, scénario que j'appelle l'infiltration, au sens où c'est le mouvement inverse, c'est des tas d'initiatives horticoles, etc., sur des terrains vagues dans les villes existantes qui fleurissent sur les toits de la micro-entreprise, etc., là-dessus. Bref, vous voyez, où c'est les urbains qui s'abonnent à des territoires d'arrière-pays à travers des AMAP ou des choses comme ça. C'est l'infiltration, comme ça. Alors ça peut être très encouragé par les villes, puis parfois ça peut même prendre une énorme ampleur, comme à Cuba pendant la période spéciale, ou à Detroit après l'effondrement de
l'industrie automobile là-bas. Et puis enfin, un dernier scénario, et là j'ai fini Sabine, c'est promis, un dernier scénario aussi caricaturé que les autres, qui est l'opposé intégral du premier, pour parler de tous ceux qui aujourd'hui s'auto-organisent avec leurs voisins ou avec leurs amis, dans l'orbite ou pas des métropoles, pour échapper en gros à la gouvernance, au grand circuit de gouvernance, en partie au stack en question, et où, d'une certaine manière, les principes de la permaculture ou de l'agroécologie supplantent l'urbanisme, et qui sont une expression, au fond, d'un exode urbain auquel on a sérieusement besoin de se préparer et éventuellement qu'on a besoin de préparer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Alors, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a effectivement un vernissage qui nous attend là-haut, mais quand même, on va essayer de prendre quelques questions. On se donne un petit quart d'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions qu'il faut poser rapidement, puisque sinon, moi, je veux bien commencer par une question, éventuellement, le temps que des questions se préparent. Moi, je me suis dit qu'en fait, on est dans ce pays nantais, on a quand même des spécificités aussi dans les rapports entre l'architecture, les paysans ou l'agriculture, et notamment des relations aussi entre l'école d'architecture, puisqu'on est ici, et les paysans, et qui ont parfois porté ensemble des actions, des approches critiques, voire parfois subversives, mais qui révèlent aussi des frictions qui montrent qu'il y a des positions, des expériences, des imaginaires qui sont difficilement compatibles. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et donc j'aurais alors peut-être deux questions qui sont un peu différentes. Déjà, entre prendre la clé des champs et reprendre les terres, est-ce qu'il y aurait des points communs? Et puis une autre question qui serait plus proche, enfin plus directement, qui se pose aussi à une école d'architecture en fait. Est-ce qu'il y aurait, à quoi pourrait ressembler une école d'architecture rurale ou agricole? Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Je commence par la deuxième question, j'en sais rien. Je réponds souvent ça dans les questions, c'est que j'en sais rien. C'est que, bon, cela dit, moi j'en ai rêvé beaucoup. Je me rappelle, j'avais invité en 2011, j'avais réussi à inviter, j'en étais très fier, c'est un fait d'armes pour moi, Dennis Meadows a donné une conférence dans notre école. Alors, vous savez peut-être pas qui est Dennis Meadows, mais pour moi, qui me suis intéressé à l'histoire des environnementalistes, etc., Dennis Meadows, c'est la cheville ouvrière de ce fameux rapport au Club de Rome paru en 72 qui s'appelle « Les limites de la croissance », un livre qui a été immédiatement traduit en 30 langues à l'époque et qui a été un espèce de catalyseur en 72 de l'inquiétude générale. Tout ça, c'est lui qui expliquait là, selon notre modèle, à l'horizon du premier tiers ou du première moitié du XXe siècle, on peut s'attendre à un effondrement global. Et il était venu à l'école et donc il donne une conférence. C'était la première qu'il donnait en France aussi. Alors on avait vu arriver dans notre école une foule de gens. Nous, on ne voit jamais personne à Marne-la-Vallée. On voyait tout Paris était à les anciens activistes dont c'était le héros, etc. Yves Cochet, Jean Covici, enfin tous ils étaient là. Bon. Et Dennis Meadows, je le voyais, il donne une conférence qui a épaté tout le monde. Il avait commencé sa conférence en disant « Je ne parlerai pas de développement durable, c'est trop tard ». Donc vous imaginez, à l'époque, en 2011, les étudiants, depuis tout le monde. Et je le voyais, pendant les 3 jours qu'on a passés ensemble, il était très très préoccupé parce qu'il était en train d'essayer de revendre une propriété de 50 hectares qu'ils avaient achetée avec plein d'autres scientifiques européens, raison pour laquelle il l'avait su dans les Pyrénées, comme ça, avec 50 hectares de restanques, tu vois, de terrasses agricoles, etc., dont ils avaient commencé à faire un petit centre pour réfléchir aux problèmes. Et puis, Donella Meadows était mort, tout ça, ils y vieillissaient, et puis ils disaient, on n'y arrivera jamais, et ils l'ont vendu. Et ils cherchaient à le vendre. Et moi, j'avais été voir le directeur de l'école à ce moment-là, puis j'avais dit, putain, regardez, on rachète, on fait une annexe de notre école de Marne-la-Vallée, dans les Pyrénées-Orientales, vous voyez.
Il y a 50 hectares de restants qu'à rebâtir avec les étudiants, à faire des trucs. Il y avait déjà une salle de conférence organisée pour ça. Ça pourrait ressembler à ça. C'est qu'une petite partie de la réponse. Hein. Ça, c'est pas fait, hein, t'imagines bien. C'est un Airbnb maintenant. Bon. Donc, mais déjà, ça c'était super. Paul-Emmanuel Loiret, à Paris-La Seine, là, je suis hyper jaloux parce que là, lui, il a récupéré, je ne sais pas comment, une abbaye, genre cistercienne. C'est pas les cisterciens, c'est un autre ordre, du XIIe siècle, absolument magnifique, chez un agriculteur qui, au fond, la met à disposition de l'école. Et il a lancé tout un truc où maintenant, ça y est, les étudiants, ils vont par je sais pas quoi, à 30 à la fois, comme ça, où ils passent un semestre, je crois, maintenant, à faire ça aussi, dont de la permaculture, dont de la restauration, dont tous ces trucs-là. Alors, tu vois, j'ai pas répondu vraiment à ta question, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser la question, ou même il y a beaucoup de gens qui sont en train de le faire avant de s'être complètement posé la question, ce qui est encore mieux. Alors, c'était que la deuxième, parce que l'autre partie, c'était quoi ? Ça, c'était la deuxième. La première, c'était plutôt, est-ce qu'il y aurait des points communs entre prendre la clé des champs et reprise de terre, reprendre les terres ? Reprendre la terre au sens de la... Dans le sens de ces luttes aujourd'hui, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ces luttes, elles sont absolument nécessaires. Reprendre la terre tout court, oui, il va bien falloir, quoi. Il va bien falloir, parce qu'il n'y a pas que les bâtiments qui artificialisent les terres. Un des plus grands responsables de l'artificialisation aujourd'hui, c'est l'agriculture industrielle. Elle les fout en l'air. Je dis, là, je vais à grosse louche, hein. Mais je veux dire, il va falloir reprendre l'agriculture aux agriculteurs, en partie, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Il va falloir trouver des moyens avec Terre de Liens et avec tous les organismes du réseau Impact, par exemple, pour trouver les moyens de faire en sorte que puissent s'installer des gens qui ont d'autres façons qui proposent d'autres façons de faire. C'est une urgence internationale, tout ça. Donc oui, prendre la clé des champs, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir pour ça reprendre des terres, mais il faut aussi se former, par exemple auprès de l'atelier paysan, pour savoir forger la clé qui va permettre d'accéder aux champs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions entre-temps ? Et d'ailleurs, je le verrai peut-être dans l'exposition tout à l'heure, mais vu que la Creuse, c'est pas la Meuse, est-ce qu'il y a une réflexion quand même sur l'état diversifié des campagnes ? On a des campagnes où il y a encore des traces de DDT alors que c'est interdit depuis les années 70. Avec les effets cumulatifs, on ne peut pas parler de réversibilité territoriale, mais bien plutôt d'irréversibilité territoriale. La Gâtine, c'est pas Sainte-Pazanne. Et... Il y a un paquet de communs négatifs. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, et ouais. Comment cette topographie des contaminations diversifiées a-t-elle été faite et peut être pensée dans un cadre de sécession ? Comment cette topographie diversifiée des contaminations est-elle pensée dans un cadre de sécession ? Ah bah ça, c'est parce que voilà, il y a le plateau des Mille Vaches qui est moins contaminé. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Par ailleurs, je voudrais pas, comment dire, laisser penser. Enfin, j'espère qu'on fait montre d'une certaine honnêteté intellectuelle dans cette boussole, c'est-à-dire simplement en illustrant, disons, des discours ou des narrations assez différentes qui voguent autour de nous. La boussole, elle a juste, le but de les rendre palpables, leurs différences. Comme les scénarios de Holmgren, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Et il y a évidemment des tas d'endroits où les problèmes se posent différemment et où les scénarios sont plus ou moins envisageables qu'ailleurs, quoi. Vous voyez ? Je donnais l'exemple tout à l'heure. Si vous êtes à Singapour, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix que l'incorporation. À moins de défaire le système ou que le système se défasse. Si vous êtes dans des endroits pollués, peut-être que oui, la question c'est de les dépolluer et que c'est autre chose. C'est pas fort. La sécession ne va pas pouvoir, comme modèle, être un modèle qui prend en charge tout. C'est évident.
Donc c'est pas des modèles. Ils ont tous, on pourrait dire, pour le dire d'une façon banale, on pourrait dire qu'ils ont tous une part de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la question c'est de la mesurer, cette part de vérité, parce qu'ils reposent par contre sur des compréhensions très différentes et même antagonistes pour certaines d'entre elles, en tout cas sécession et incorporation, par exemple, des raisons pour lesquelles on est dans le merdier dans lequel on est. Voilà. Alors, on peut prendre encore sans doute une ou deux questions. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Tout le monde veut être à l'heure, en fait, au vernissage, peut-être. Tout le monde a soif. Ah, pardon. Merci. Est-ce que vous mesurez les capacités de résistance face à une évolution telle que vous la décrivez, de façon plutôt positive? Je pense par exemple, quand on a envisagé d'augmenter le prix du carburant, on s'est retrouvé avec des ronds-points et des gilets jaunes. Quand on a envisagé au niveau européen de mettre en place un programme qui laissait modestement une porte ouverte à une autre agriculture, on s'est retrouvé avec des manifestations d'agriculteurs. Donc cette capacité d'opposition dans un système démocratique peut conduire à de réelles catastrophes. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous répondre encore par une boutade, hein. Par une citation que je trouve délicieuse de Karl Marx, à qui son ami Ruge écrivait, c'est dans la correspondance avec Ruge, et un ami qui lui écrit, mais comment tu peux croire encore que les choses vont possiblement changer, quoi? Où est-ce que tu... Et il répond juste simplement, on ne peut pas dire que je me fasse des illusions de dingue, tu le sais bien, écrit-il à son ami. Mais c'est dans le caractère absolument désespéré de la situation que je trouve peut-être des raisons d'espérer. Une petite dernière. En effet. Merci. C'est pour appuyer la question précédente, puisque finalement on a observé que l'exposition s'est précédemment baladée, sinon de métropole en métropole, mais de ville en ville. Et aujourd'hui on observe une fracture sociétale qui est géographique, majoritairement, en termes, quand on voit les derniers résultats des élections de cet été. Et finalement, là on est réunis aujourd'hui dans une métropole avec une médiation sur ces problématiques-là. Mais effectivement, quel est l'accès qui est donné à la contrepartie rurale vis-à-vis de ces problématiques-là? Quelle est la médiation qui est mise en place aujourd'hui pour effectivement peut-être ne pas arriver dans une situation désespérée, mais arriver aussi à une solution collective vers un futur possible, désirable, selon les 4 propositions montrées ici? Mais quelle est la question exactement? Vous dites pourquoi on ne le fait pas à la campagne? Alors, d'une part... L'expo? Et d'autre part, en fait, non. Pourquoi on ne le fait pas à la campagne, c'est une partie, mais c'est surtout, finalement, est-ce que c'est pas un regard à chaque fois d'urbain? Et c'est pour reprendre justement par rapport aux résistances agricoles et paysannes, où, quand on parle des gilets jaunes, à chaque fois, ce sont des résistances rurales qui ont d'autres problématiques que celles que l'on peut avoir tous ici. Et comment sont-elles prises en compte, en fait, dans cette exposition? Voilà, attendez.
d'une part, ça va être compliqué parce que... Alors, deux questions. Donc, pourquoi on ne les fait pas à la campagne? Nous, on les fait là où on nous invite. Donc, ça s'est posé. Il est possible qu'en Italie, à Bologne, on aille assez loin dans une... alors, c'est quand même une villa, hein, enfin, c'est la campagne, pour la faire là. Par ailleurs, on va là où les gens sont encore, beaucoup. Et où ils manifestent un intérêt pour ça. C'est-à-dire chez ces ex-ruraux qui ont abondé, et leurs héritiers qui ont abondé dans les métropoles, et où on peut parler. Les écoles d'architecture, qui sont un public, un peu notre public favori depuis le début, sont majoritairement situées dans des métropoles, et donc ça se passe là. Si on veut encourager d'ailleurs un exode urbain, faut aller chercher les gens là où ils sont, pour l'instant. L'autre partie de la question, c'était plus... Mais, finalement, plutôt que de... Parce qu'enfin, comment envisager un construire avec justement des gens qui seraient aujourd'hui en capacité de se mettre en opposition par rapport à des programmes européens sur un nouveau modèle d'agriculture ou sur une augmentation du prix du gasoil qui a lancé la crise des Gilets jaunes en 2018. Ouais. Alors, il faudrait discuter sur quelle définition on donne à urbain. Parce que pas mal de... Le mouvement des Gilets jaunes est parti, c'est vrai, de régions qui peuvent être moins urbanisées que d'autres. Et donc, on va dire rural. Souvent, c'est des urbains par leur occupation, en général. Quand on parle, par exemple, d'exode urbain, il s'agirait aussi de confier davantage de ces activités, une plus grande part de ces activités, à participer à la culture des ressources, soit de subsistance, soit de marché. Par exemple, l'atelier paysan aujourd'hui, dans son manifeste génial, que je recommande absolument à tout le monde, reprendre la terre aux machines, milite pour l'installation, dans les années là, dans nos années, c'est déjà trop tard, d'1 million de paysans en France. Là, dans les 10 ans, je crois qu'ils disent, et c'est paru il y a déjà 3 ans, le manifeste. 1 million de paysans de plus, sachant qu'il en existe en gros 400 000 aujourd'hui, plus que 400 000 aujourd'hui en France, c'est déjà de l'ordre d'un exode urbain. Mais d'un exode urbain dans un double sens. C'est des gens qui partent à la campagne, on peut dire, mais qui ne partent pas à la campagne pour y partir en vacances, qui partent pour s'engager dans l'agriculture, dans la culture en tout cas. Oui. Donc c'est une véritable mutation qu'il s'agit d'opérer. David Holmgren résume la situation en disant l'architecture, l'agriculture traditionnelle était labor intensive, intensive en travail. L'agriculture industrielle est energy intensive et l'agriculture qu'il faudrait développer est information, labor and design intensive. Il s'agit de transformer à nouveau les pratiques agricoles dans ce qu'elles sont fondamentalement, c'est-à-dire le premier, avant l'architecture, et le plus utile des arts. Donc c'est un réinvestissement massif dans la culture, quoi. Mais je n'ai pas répondu à votre question, apparemment, à voir votre mine défaite. Mais puis, tout simplement, on ne prend pas en charge tout le truc. Hein. C'est une expo, on essaye de faire une espèce de carte un peu simplifiée des trucs. Ça aide pas, ça stimule pas, mais c'est sûr qu'on n'a pas un gouvernement. Hein. Je me permets de faire une remarque par rapport aux questions telles qu'elles sont formulées. Donc moi, je suis Valérie Jousson, je suis prof de géographie rurale. J'habite la ruralité et j'essaie de parler depuis les campagnes. Dans cet amphi, si vous pensez que les résistances à la repaysanisation de la France, à une évolution vers une agriculture
paysanne, écologique, si vous pensez que les résistances à cela se trouvent dans les campagnes, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas ça du tout, en fait. L'opposition à la paysannerie et à la repaysanisation et à l'écologie, ce sont les pouvoirs en place. Ce sont les pouvoirs de la modernité, c'est les pouvoirs qui sont en place, ce sont les pouvoirs capitalistes. Aujourd'hui, il y a deux voies. Soit on atterrit dans la nature, on réatterrit dans la nature et on se dit qu'il faut renouer avec la nature. Et dans ce cas, on va tâcher de aller vers une phase de repaysanisation. Ça, c'est ce qui semble être le rêve collectif dans cet amphi. OK. Mais de l'autre côté, et ça, ce sont les tendances lourdes de la modernité, des pouvoirs capitalistes, c'est de dire il faut continuer à séparer l'homme de la nature parce que l'homme est intrinsèquement dangereux, etc. Et aujourd'hui, c'est ça la philosophie majoritaire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les pouvoirs en place aujourd'hui sont en train de remettre en cause le contrat néolithique qui était de dire c'est les paysans qui vont nous nourrir. Le monde agricole, moi je dis la modernité classique, elle a détruit les paysans, elle est transformée en agriculteurs, mais ayez conscience que les pouvoirs capitalistes à l'œuvre aujourd'hui sont en train de détruire ce qui reste des agriculteurs. Nous assistons à la disparition des agriculteurs. Ce modèle dominant politiquement et économiquement dit ce n'est plus aux agriculteurs de nous nourrir. Et donc, on va aujourd'hui, les politiques internationales de l'agriculture attaquent d'abord les éleveurs en disant, bon, bien sûr, ce sont des prétextes moraux, alors que eux-mêmes n'en ont pas, mais le prétexte moral, c'est de dire c'est mal de manger de la viande. Et donc, on attaque frontalement l'agriculture pour le remplacer par de la viande de laboratoire fait par de la culture de cellules, ou alors par comme on l'a vu tout à l'heure, une bouillie, voilà, pour faire de la protéine végétale ou enfin des protéines d'une façon ou d'une autre en laboratoire. Donc aujourd'hui, on est en train de faire disparaître le monde des éleveurs en les attaquant. Et puis après, je pense qu'on passera à la question du végétal. Comprenez qu'aujourd'hui en France, la taille des exploitations est tellement concentrée que des agriculteurs ne peuvent plus racheter des exploitations agricoles. Et je pense pas qu'il va falloir longtemps pour que ces terres agricoles soient rachetées par la grande distribution, etc. Vous savez aujourd'hui que les plus grands propriétaires fonciers du monde, c'est Bill Gates. Bon. Donc en fait, on a affaire à ça. C'est ça la vraie résistance. C'est pas les deux, trois pélos qui restent dans les campagnes qui vont bloquer les ronds-points. Eux, ils sont mécontents sur les ronds-points et s'ils sont hostiles, parce que en face d'eux, ils ont peut-être des gens comme nous dans cet amphi qui ne comprenons rien et qui pensons que l'agriculteur est l'ennemi de la révolution agroécologique. Mais imaginez que ce monde paysan a été colonisé, détruit, éradiqué par les mêmes assemblées qui étaient dans cet amphi, il n'existait pas, mais il y a 60, 80 ans. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui viennent dire aux paysans, vous êtes ringards, vous avez rien compris, il faut faire de l'agriculture moderne, on va tout vous expliquer. Et ils ont tout renié. Ils ont renié l'héritage de savoir de leurs parents, ils ont dit à leurs enfants de partir, eux-mêmes se sont endettés, ils sont dans des situations économiques insoutenables. Et les mêmes, 2 générations plus tard, viennent leur dire « Ah, mais vous avez rien compris, vous faites une agriculture industrielle, on vous a demandé de nourrir le monde et puis maintenant finalement il y a trop de monde. » Mais que ne les a-t-on pas laissés paysans ? Vous comprenez ? Et donc, je pense que c'est important de comprendre que la résistance, elle n'est pas dans le monde agricole. Elle est dans les pouvoirs capitalistes en place qui dominent le monde aujourd'hui. Et je pense que c'est important dans une assemblée comme la nôtre, si vous voulez qu'on arrive à faire quelque chose, et si vous voulez être entendu dans les mondes agricoles, je pense que c'est important que vous compreniez ces mécanismes macro qui sont hyper dominants.
Sinon, on se trompe complètement de savoir qui est l'opposant. C'est vrai, Valérie, mais en même temps... C'est vrai, Valérie, mais en même temps, il y a quand même une partie du monde agricole qui est l'allié objectif de ces choses-là, et il y a toujours eu ce truc, quoi. Ouais. De métamorphose, il y a bien des choses il y a bien des verrous qui sauteraient en fait. Si on leur donnait les moyens en fait d'évoluer vers ça, mais si on leur met que de la contrainte et du jugement négatif, sans les comprendre, c'est impossible. C'est très exactement ce que dit l'atelier paysan dans son œuvre. Eh bien, merci beaucoup. Ouais. Allons. Ah, j'ai pas dit.